Ok, bonjour tout le monde. Nous allons faire aujourd'hui un commentaire linéaire sur le très beau poème de Guillaume Apollinaire, Sous le pont Mirabeau. Alors, on va commencer par une petite introduction. On passera un petit peu plus de temps sur le premier quatrain et on ira un petit peu plus vite sur les autres. Alors, le principe, c'est que je vais commenter directement le texte, un petit peu comme sur un tableau blanc, d'accord? Vous pourrez donc mettre sur pause quand vous voudrez prendre des notes, ralentir, réécouter, voilà, ça vous permettra d'adapter votre prise de notes assez facilement puisque vous allez faire le travail de chez vous. Alors, ce poème, je crois, c'est le deuxième du recueil. Alors, c'est un poème particulier qui a eu lieu après la rupture avec Marie Laurencin, hein, une jeune femme peintre dont il était amoureux, avec qui il se disputait souvent, et il traversait pratiquement tous les jours le pont Mirabeau pour aller la retrouver. Alors, vous avez bien compris le texte, hein, si vous l'avez lu, hein, il s'agit effectivement d'un poème d'amour passé, d'échec amoureux. C'est un poème de la rupture et surtout d'un amour qui ne résiste pas au temps. Donc cela se double par une réflexion sur le passé, le temps passé, la fuite du temps. On retrouve donc dans ce poème quasiment tous les ingrédients de la poésie romantique, par exemple, avec tous les topos littéraires, c'est-à-dire les topos, ce sont les lieux communs, hein, ce sont des thèmes récurrents à un type de poésie, hein. Donc voilà, on a pratiquement tous les thèmes de la grande poésie lyrique, classique et traditionnelle qu'on a pu trouver notamment au XIXe siècle. Alors, un poème élégiaque, d'abord et avant tout, hein, l'élégie c'est la plainte amoureuse, hein, le rythme est relativement lent, hein, vous l'avez remarqué. Un poème traditionnel sur la déception amoureuse, on verra comment justement Apollinaire va moderniser un petit peu ces thèmes. On retrouve tous les clichés romantiques lyriques, hein, sur le temps, le fleuve et l'amour passé. La problématique pourrait être comment ce poème évoque une rupture amoureuse à la fois d'une manière traditionnelle et moderne. Voilà, c'est une problématique comme une autre qui va nous permettre de faire un commentaire linéaire assez organisé de ce texte. Ah oui, j'avais autre chose à vous montrer. Oui. Alors, c'est un poème traditionnel, mais aussi très moderne, par la rupture poétique qu'il va mettre en place, hein. L'absence de ponctuation, notamment dans le texte, et puis notamment le vers 2 qui sera brisé au niveau de la prosodie. Donc on va voir aussi un petit peu ce côté moderne de la poésie d'Apollinaire. Alors, la première strophe accompagnée du refrain évoque l'amour passé, hein. Je mets le titre ici tout en haut, l'évocation de l'amour passé. Il y a quatre strophes accompagnées de refrains, donc normalement au niveau de votre prise de notes, ça devrait aller jusqu'à 4. Donc sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Alors, la première information, c'est que finalement Apollinaire inscrit ce poème dans le contexte référentiel moderne parisien. C'est un poème qui se déroule justement à Paris, et notamment le pont qu'Apollinaire empruntait. Donc il fait rentrer la modernité dans la poésie. C'est quand même assez neuf à l'époque. Le deuxième élément qui nous intéresse est la mention du pont, sous le pont Mirabeau. Donc ici, plusieurs choses. Le pont est forcément un symbole, il est une métaphore. Qu'est-ce qu'il signifie en littérature? Bah, traditionnellement, il représente à la fois un lien entre deux espaces,
mais aussi une union, une réunion. Il évoque ici, au contraire, une forme de rupture. Vous l'avez compris, hein, on n'est pas sur le pont, on est sous le pont. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, hein. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en dessous. L'eau coule, et cette eau qui coule fait référence au temps qui passe. Et l'amour ne résiste pas au temps qui passe. Donc le pont Mirabeau, finalement, symbolise une forme de permanence, alors ce qu'on appelle la pérennité, hein, le fait des choses qui durent, hein, il évoque une certaine continuité. Dans certains autres grands poèmes de la littérature ou dans certains autres grands textes, il évoque plutôt une forme d'éternité. Il est donc une sorte de témoin de la fuite du temps et de son corollaire, la fugacité de l'amour, hein. L'amour qui est éphémère, transitoire, presque évanescent. Donc dès le premier vers, l'eau et le pont sont associés, hein. Donc l'eau, rappelez-vous, une métaphore du temps, un temps qui emporte tout, et le pont qui est plutôt le symbole de la stabilité, de la pérennité. L'autre point qui nous saute aux yeux, c'est la présence dans cette première strophe des sentiments, nos amours, ici, la joie, la peine. On pourrait parler aussi du souvenir. On a donc forcément un poème lyrique, essentiellement sur l'amour et sur le temps qui passe. D'ailleurs, on peut noter le pronom personnel nos, nous, qui renvoie justement à la complicité avec une femme, hein. Il forme un couple. Et en fait, il s'adresse ici directement à elle, hein. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? Alors le mot amour, ici dans ce poème lyrique, au pluriel est un archaïsme. Alors j'affiche ici, hein, un poème lyrique sur l'amour et sur le temps qui passe, hein. Donc je disais, le mot amour ici au pluriel est une sorte d'archaïsme poétique, hein. On l'utilisait très souvent autrefois. Apollinaire essaye de donner un tour ancien, presque médiéval à son poème. Ça marche. Le lyrisme fonctionne puisqu'il nous touche, hein. C'est aussi un poème de la simplicité. Alors justement, le temps qui passe est un grand thème lyrique. Donc le verbe souvenir ici évoque justement ce rapport au temps qui passe, hein. Vous remarquerez que la tournure ici est plutôt impersonnelle, hein, comme si le poète ne s'impliquait pas ou ne s'impliquait plus, hein. Faut-il qu'il m'en souvienne? On a deux pronoms impersonnels ici, et on a une question. On a l'impression, pratiquement dès le vers 3, que le nous n'existe déjà plus, et les personnes se sont effacées. Le vers 4 est quand même assez paradoxal, la joie venait toujours après la peine. On pourrait se dire que finalement cette strophe est plutôt heureuse, positive, on a une sorte de message d'espoir, à travers justement l'adverbe toujours, ici, qui évoquerait une sorte d'éternel recommencement, hein. On a l'impression que l'amour semble éternel, mais le verbe ici est conjugué à l'imparfait. Il appartient donc au passé. Il évoque, si on peut dire, un temps révolu, malgré le message positif, hein. On a l'impression que le bonheur recommencé du couple s'est déjà tari. On peut aussi s'interroger sur justement le passage du vers 1 au vers 2, hein. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de ponctuation, et donc certaines phrases peuvent devenir, certains vers, pardon, peuvent devenir ambigus. Donc sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? Est-ce qu'on va dissocier? Ou alors, dans la même idée de l'eau qui coule et du temps qui passe, sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. C'est-à-dire qu'ici, on aurait une coordination entre Seine et puis amour, et non pas passage à autre chose, hein, ce qui laisserait penser que l'amour coule
comme l'eau de la Seine et finalement disparaît. Donc là aussi, on aurait peut-être une sorte de commencement de fracture un petit peu négative. Intéressons-nous maintenant au refrain. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Alors plusieurs choses. Ce refrain est assez dense, hein, il construit la musicalité du poème par sa densité sonore et par sa densité lexicale. Le fait qu'il y ait un refrain fait de ce poème une sorte de chanson. Alors tout à l'heure on a parlé d'archaïsme, on retrouve là aussi une tournure archaïque, hein. Vienne la nuit, sonne l'heure, c'est du subjonctif, avec l'élision, enfin l'oubli de l'omission, pardon, du subordonnant que. Hein, ça aurait dû être que vienne la nuit, que sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Donc cette omission de que donne un tour forcément ancien et archaïque, hein, presque médiéval. Alors le champ lexical du temps est forcément omniprésent, nuit, ici. Vous avez heure, ici, les jours. À ceci, on peut forcément adjoindre le verbe de mouvement, hein, aller, venir, venir qu'on retrouve ici. Hein. Donc c'est le champ lexical du temps qui passe et qui s'enfuit. Hein. Le verbe venir est répété 3 fois de suite. Ce refrain est assez angoissant dans la mesure où il est inexorable, sonne l'heure, hein, c'est-à-dire qu'à chaque moment, l'heure se termine et une nouvelle recommence, et ainsi de suite. Hein. Donc cette régularité du retour est finalement angoissante. Je demeure. Le poète ici est, d'une manière paradoxale, l'image de la permanence et de la constance. Hein. On a l'impression que tout fuit, tout passe, sauf lui. Hein. D'ailleurs, vous noterez la position forte en fin de vers. Ce n'est pas une image positive, loin de là, puisqu'on a l'impression que le poète reste sur place, mais tout seul, hein, je demeure. Il est presque isolé en fin de vers. C'est plutôt une image de solitude, euh, puisqu'on retrouve le pronom personnel je, qui s'est désolidarisé du nous de la première strophe, donc il est peut-être là, mais il est là tout seul, tout seul. C'est une image plutôt de solitude et de mort, notamment aussi à travers le jeu de mots sur meurt. Meurt rime ici avec heure. On remarque aussi les jours, hein, le pluriel qui s'oppose au singulier je. Donc ce refrain ici semble limiter, restreindre le peu de bonne humeur qu'il y avait dans la première strophe. Hein. Alors, c'est assez faux. Alors c'est ce que je disais ici, c'est un amour à l'imparfait. Hein. La joie venait toujours après la peine. L'amour finalement a disparu. On est plutôt dans une sorte de rupture. Rupture poétique aussi. Alors un élément intéressant ici, je vous ai demandé à la maison de regarder un petit peu la versification. Donc on a ici un décasyllabe en premier vers, un décasyllabe en quatrième vers, mais ici on a un vers de 4 syllabes et ici un vers de 6 syllabes. Hein. Donc 4 et 6 ça fait 10. La version originale du pont Mirabeau, nous n'avions pas des 4-1, mais nous avions plutôt des tercets. Hein. 10, 10 et 10. Ici, Apollinaire, peut-être pour donner une certaine forme d'irrégularité à son poème, et peut-être évoquer aussi une forme de rupture, a choisi de diviser ce vers en deux. Ce qui permet de le rendre plus poétique, plus irrégulier, plus intéressant, probablement. Alors on remarque l'absence de ponctuation, l'éclatement du vers ici, qui traduisent aussi bien la rupture amoureuse que la rupture de sens. Très bien. On va passer à la deuxième strophe.
Alors, l'amour à l'épreuve du temps serait le deuxième titre. Alors, j'ai mis un point d'interrogation, vous allez comprendre pourquoi. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Alors, quelle est la posture des amants ici? Euh, il y avait une sorte de message d'espoir dans la première strophe. Dans la deuxième, on a une très belle image poétique des amants qui se tiennent les mains, debout sur le pont, en train de regarder l'eau qui coule. Alors effectivement, on pourrait penser qu'il s'agit d'une forme de complicité qui résiste au temps. La posture des amants est amoureuse, elle est heureuse. On retrouve le champ lexical de la permanence. Restons. On retrouve la mention du pont. On retrouve l'adjectif éternel. On a donc une forme de permanence et de constance du couple par-delà le temps. Alors les répétitions, hein, les mains dans les mains, restons face à face, on a un double effet de miroir et de symétrie qui crée une forme de circularité et qui renforce un petit peu cette impression de constance. Le premier vers en lui-même évoque une proximité remplie de complicité, hein. Alors, personnellement, je trouve cette image superbe et c'est certainement pour cela que c'est un des plus beaux poèmes de la littérature française. On a une très belle image miroir de la posture des amants qui se tiennent la main, qui font un pont avec leurs bras tout en étant debout sur un pont. Ce qui est confirmé par la métaphore du troisième vers, le pont de nos bras. Le pont fait un bras, ça relie le couple d'amoureux au pont qui est symbole de constance. On peut retrouver alors le deuxième point euh, que j'ai noté ici. Hop. Une chanson lyrique un peu surannée, hein. Surannée, ça veut dire un peu ancien et dépassé, hein. Une vieille chanson en fait, hein. Euh, à travers l'antéposition de l'adjectif qualificatif, hein, c'est un signifiant de poésie. L'onde qui est utilisée pour l'eau est aussi un vieux terme poétique, hein, employé notamment par Victor Hugo et tous les grands poètes du 19e siècle. Et l'adjectif las, fatigué, ennuyé ici, qui, qui est aussi un peu archaïque. Alors on peut donc discuter aussi de la musicalité, hein, de ce quatrain qui est assez extrême, hein. Les sonorités sont les mêmes, elles sont répétées systématiquement, hein. Face, passe, las, main, les mains. Il y a une certaine euh, pas une complexité des sonorités, mais justement des sonorités qui se répondent, hein. Les mêmes mots sont répétés et les sonorités sont les mêmes. On a des assonances et des allitérations un petit peu partout. Un troisième point qui est intéressant dans ce poème, c'est que cette résistance, cette complicité face au temps semble assez illusoire, hein. Donc dans ce troisième point, on peut noter euh, la rupture grammaticale entre le deuxième et le troisième vers qui pourrait suggérer une sorte de fracture dans cette posture romantique du poète et de sa bien-aimée. On peut noter aussi une rupture dans la signification du quatrième vers. L'eau est personnifiée, l'onde Silas, mais l'onde, l'eau, est fatiguée des éternels regards qu'on lui lance. Donc on a l'impression que ces éternels regards sont voués finalement à l'échec, hein. Les amoureux s'illusionnent complètement sur l'éternité de leurs sentiments. Résistance et fracture aussi au niveau du refrain, hein, qui vient un peu comme en écho souligner le côté illusoire de la posture des amants. Ils pensent résister au temps, mais finalement,
Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Donc le poète se retrouve de nouveau seul ici, hein. Ce bref instant de bonheur n'a été que fugace. Donc si on résume, euh, on pourrait presque dire que ce poème est en deux parties, hein. Une sorte d'amour qui résiste au temps passé, hein, souvenir d'un bonheur heureux, qui va se heurter justement à la réalité des deux autres strophes qui sont beaucoup plus pessimistes. Alors la troisième strophe, l'amour s'en va, comme cette eau courante, l'amour s'en va, comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Cette troisième strophe, hein, vous l'avez remarqué, est assez sombre. Elle concrétise un petit peu l'idée de départ, c'est-à-dire la comparaison entre l'eau et le temps. Alors j'ai appelé cette strophe fuite du temps et fuite de l'amour, qui me paraît bien résumer finalement ce qui se passe dans cette troisième strophe. Alors, évidemment, effectivement, ici on a une double comparaison, l'amour s'en va comme cette eau courante, comme la vie est lente. On a donc ici une association claire entre l'eau qui coule et la fuite du temps. Alors on a trois répétitions de comme, et de nouveau aussi on a l'utilisation de verbes de mouvement. Alors l'amour s'en va, les jours s'en vont. On a des sonorités aussi qui se répondent. L'eau courante, on a peut-être un jeu polysémique hein, sur le sens de courante. Hein. Ici, dans ce contexte, ce serait l'eau qui court. Donc l'amour va lentement, mais l'eau qui symbolise le temps qui s'enfuit, lui va très vite. En deuxième point, on pourrait analyser la sombre et lente disparition inéluctable de l'amour. Hein. Toute la strophe ici est faite de répétitions et d'échos. Hein. Donc on l'a vu à travers les répétitions. On a même ce qu'on appelle une paronomase, notamment ici. Alors comme la vie est lente, alors je vais sélectionner le bon outil. Donc comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Donc ici, violente et violente sont tellement proches phonétiquement qu'on appelle ça une paronomase. Hein. Donc la paronomase, c'est la proximité des sons. Alors la répétition de l'amour s'en va est à la fois un écho et une confirmation. Hein. Ici, on a l'impression que l'anaphore s'affaiblit et que justement cette strophe se termine en douce complainte. Et comme l'espérance est violente, le E majuscule indique que nous avons affaire ici à une allégorie. Hein. Baudelaire a écrit un poème où l'espoir devient une allégorie. Je pense qu'Apollinaire s'en souvient. Et ici, on a une sorte de clin d'œil. Que pourrait vouloir dire ce quatrième vers ici? La lente disparition de l'amour est vécue d'une manière très sombre. Et l'espoir est pratiquement une sorte de violence que le poète se fait. Mais on a l'impression que déjà, pratiquement, tout est joué. Le mot violence euh, implique qu'il ne s'agit pas d'une posture naturelle et que le poète est plutôt déterminé à se laisser aller un peu comme au fil de l'eau. Donc cette tentative de s'opposer au cours du temps est plutôt dérisoire, ce que confirme une nouvelle fois le refrain, qui, plus qu'une rupture, est ici une forme de confirmation. On remarquera aussi le rythme relativement lent. Bon, les sonorités, hein, justement, en, courante, lente, violente, s'en va, les répétitions, tout cela ralentit à l'extrême le rythme de cette strophe. Hein. On a l'impression que l'amour s'éteint et disparaît au loin, transporté par l'eau. Dernière strophe,
Alors je l'ai appelé échec et constat désabusé, c'est la fin du poème. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Alors qu'est-ce qui va structurer justement cette dernière strophe? Je dirais la présence obsessionnelle du temps. Alors, tout renvoie au temps. Alors, les mots jour, semaine, passé renvoient forcément au champ lexical du temps, hein. Bien sûr, alors idem dans le refrain. On retrouve de nouveau ces verbes de mouvement, donc revenir, viennent, couler, bien sûr. Donc, euh, ces répétitions et ces phénomènes d'écho créent une sorte de sentiment angoissant du temps inéluctable et de la disparition de l'amour. D'ailleurs, toujours par rapport à cette présence obsessionnelle du temps, vous avez ce qu'on appelle un polyptote. Alors le polyptote, c'est une figure de style qui consiste à répéter le même mot sous des formes différentes. Ici, Apollinaire s'amuse, hein, littéralement. Passe les jours, passe les semaines, ni temps passé, hein. Donc il va répéter le mot sous une forme différente, sous sa forme participe passé, hein. Il va créer justement une sorte de présence forte du temps dans ce poème. Alors, les répétitions, les nombreuses assonances impriment aussi une certaine fluidité et signifient que le temps passe. L'ensemble est assez monotone, donc notamment à travers la reprise des mêmes sons, et tout cela donne quand même à ce poème l'allure d'une sorte de complainte amoureuse à la fois lente et inéluctable. Le deuxième point serait finalement dans cette dernière strophe l'échec de l'amour. Regardez le temps qui est utilisé ici. Passe les jours et passe les semaines, hein. On a un présent de l'indicatif, c'est un présent de vérité générale, comme si finalement le poète nous donnait une leçon. On peut remarquer la double négation ni temps passé, ni les amours reviennent. Donc cette double négation montre l'impossibilité pour le poète et sa bien-aimée de résister au temps. Tout disparaît finalement. Alors autant les deux premières strophes formaient une sorte de conjuration, voire d'espoir, autant les deux dernières strophes soulignent l'échec de l'amour face au temps. À cela s'ajoutent les mêmes archaïsmes, hein. Donc l'inversion verbe-sujet, passe les jours et passe les semaines. On pourrait presque penser qu'il s'agit du subjonctif que passent les jours et que passent les semaines, par exemple. Il semblerait que tout le poème soit enfermé dans une sorte de passé douloureux et ancien. Le dernier verbe, le dernier vers, pardon, du quatrain, sous le pont Mirabeau coule la Seine, renvoie au tout premier de la première strophe. Ça veut donc dire que le poème est circulaire. Et cette circularité renvoie à l'échec du poète et à l'échec de l'amour qui était envisagé dans la première strophe. L'absence de ponctuation ici donne de nouveau un caractère fluide. On a l'impression que rien n'arrête le temps et que cet état de fait est complètement inexorable. Vous remarquerez aussi que nos amours devient les amours. Ici, le couple n'existe plus. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas de pronom personnel je dans cette strophe, d'une manière ou d'une autre, hein. C'est donc à la disparition de l'amour, on pourrait penser qu'il succède, enfin, on pourrait penser qu'il y a aussi disparition du poète. La seule chose qui reste, d'une manière un petit peu pathétique et effroyable, c'est je demeure.
c'est véritablement le dernier groupe verbal, il n'y a plus rien après, le poète reste seul. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une note d'espoir? Pourquoi pas? On pourrait penser que la musicalité extrême de cette dernière strophe est une sorte de conjuration à la fuite du temps. L'amour ne dure pas, mais la poésie, elle, va rester. Donc ce temps qui passe et cette eau qui coule, il va les figer à travers cette poésie qui est très musicale, hein. Donc face au transitoire et à l'évanescence de la vie, il ne reste que finalement la poésie, l'art poétique et la musicalité, hein. Peut-être aussi que, comme pour les romantiques, la souffrance du poète peut être sublimée par la poésie. Voilà. On terminera donc cette analyse par cette conclusion sur la puissance de la poésie qui permet de conjurer le temps qui passe, hein.